c'est de commencer. Donc, moi, je suis Jonathan Fleury de Concept Sécurité Formation. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui me connaissent. Pour les autres, donc, je suis conseiller en formation pour Concept Sécurité Formation. Et l'objet de cette visioconférence d'aujourd'hui, c'est de parler du travail sur écran et vous donner quelques pistes réglementaires aussi par rapport à la mise en place du télétravail. Pour cette animation, c'est Guillaume de Bortoli qui va vous la faire, donc qui est l'un de nos formateurs qui est spécialisé sur ces thématiques-là, puisqu'il est spécialisé sur tout ce qui va être PRAP, et aussi la formation des CSE, de la santé, de la sécurité, des conditions de travail. Donc, pour que ça se passe bien pendant la présentation, je vous propose de couper tous vos micros, si ce n'est pas déjà fait. Et à l'issue de la présentation, eh bien, vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez à poser. On vous laissera environ 10 minutes, un quart d'heure pour ça. Voilà. Si pendant la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, et comme ça, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, si c'est possible. Voilà, je laisse la parole à Guillaume. À toi, Guillaume. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation, Jonathan. Alors oui, donc comme vous l'a présenté Jonathan, donc l'organisme Concept Sécurité Formation a eu l'idée de présenter les thématiques du moment, hein. On est vraiment concerné par cette problématique ou non, hein, tout dépend de quel côté on se place, qui est donc notamment la prévention des risques donc, liés au travail sur écran, donc le fait de travailler sur écran. Hein, depuis la moitié du XXe siècle, on va dire, ça s'est quand même bien implanté. Et aujourd'hui, on va voir qu'on est quand même pas mal à travailler aujourd'hui sur écran et sur un certain nombre d'heures journaliers. Et puis, ce qui va avec, bien évidemment, le télétravail, qui aujourd'hui, on voit bien, la situation actuelle oblige les employeurs, les entreprises plutôt, ou les différentes structures, que ce soit publiques ou privées, à mettre en place le télétravail quasiment à 100% quand les métiers sont éligibles. C'est-à-dire qu'elles sont éligibles par rapport à la technicité, par rapport aux données confidentielles ou autres. Pas toujours évident de mettre en place le télétravail. Alors, concrètement, alors forcément, donc, le lien avec le télétravail, c'est qu'on travaille effectivement aussi sur écran et qui plus est, pas forcément dans des conditions les plus confortables. Hop, alors attendez, donc j'essaie de faire un petit problème technique. Justement, travail sur écran, on a des fois des problèmes techniques. Voilà, j'ai repris la main. Donc, le travail sur écran. Alors, grosso modo, on est tous d'accord, je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que les ordinateurs sont devenus donc un élément incontournable de notre environnement de manière générale, qu'il soit de travail, professionnel ou même personnel. Faut savoir que ça a été un boom depuis les années 60 à peu près. Alors on peut ajouter à cela la problématique aussi des smartphones. C'est-à-dire qu'on passe du temps notamment sur nos ordinateurs, mais dans le cadre du travail et de manière personnelle aussi, sur les smartphones, les tablettes et écrans de visualisation en tout genre. Donc ça, c'est une problématique qui s'ajoute à l'utilisation de l'ordinateur dans le cadre de nos activités. Alors concrètement, la situation actuelle concernant le travail sur écran, on se rend compte qu'on a plus de 70% des salariés sondés donc par la DARES, d'accord, la direction de l'animation, la recherche, mais sociale, donc utilisent des postes informatiques. Alors, qui dit poste informatique, dit écran de visualisation, dit des positions statiques assises, donc prolongées, qui dit amplitude articulaire non respectée, hein, selon l'organisation, selon l'ergonomie à notre poste de travail. Donc, ce n'est pas un chiffre anodin. Alors à ça, selon l'INRS, qui est l'Institut national de la recherche et de la sécurité, nous indique que les cadres sont concernés à plus de 98%, donc c'est quasiment du 100% par rapport à l'utilisation du travail de l'écran de visualisation, du poste informatique. Les professions intermédiaires, donc
qui seraient on va dire les chefs de proximité, les techniciens supérieurs, par exemple, hein, eux sont concernés à plus de 92%. Donc, pareil que les chiffres sont assez élevés. On voit bien que l'utilisation, l'écran fait partie intégrante de l'activité professionnelle. Alors, par contre, on voit, concernant les employés et les ouvriers, que même de ce côté-là, on a une augmentation durant les 15 dernières années. On a une augmentation significative de l'utilisation de l'écran de visualisation et donc du fait de travailler sur un poste informatique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y travaille 7 heures, 6 heures. Il y a des activités où on peut être amené à y travailler 1 heure, 2 heures, et puis le reste, on est principalement sur le terrain, on est auprès des collaborateurs. Notamment, je parle pour le BTP, par exemple, ou en cuisine centrale. Hein, ce sont des exemples où on a des chefs de service qui sont amenés à traiter des données, je ne sais pas moi, de livraison, la marchandise, les denrées alimentaires, etc. Donc, on fait du traitement de dossiers sur ordinateur, mais ce n'est pas comment dire, l'activité principale sur la journée de travail. Étant, le risque se mesure quand même. On part du principe qu'à partir du moment où on utilise un écran, même 1 heure par jour, ça reste quand même un risque professionnel. Alors, on se rend compte que sur toute cette population, on s'aperçoit qu'au minimum, on utilise au moins l'ordinateur 4 heures par jour. Alors, qui dit utilisation d'un ordinateur au moins 4 heures, 3 à 4 heures par jour, c'est exposition à l'écran de visualisation prolongée. Je ne rappelle pas le fait d'être après plongé dans le smartphone ou dans les tablettes, etc., même en dehors, hein, de manière extra-professionnelle. Qui dit 3 à 4 heures par jour, c'est du travail sédentaire, c'est-à-dire que le fait de travailler sur écran, on ne s'en rend pas compte, mais mine de rien, nous ne sommes plus actifs physiquement. Cérébralement, certes, mais physiquement, nous ne sommes plus actifs. Donc, le corps n'est pas habitué. Le corps, on le voit dans des formations, un PRAP ou travail sur écran, on en parle, hein, notamment concernant l'anatomie et l'appareil locomoteur. Le corps n'est pas fait pour rester de manière prolongée, que ce soit assise ou debout. Et donc, on voit bien le côté position assise prolongée avec toutes les problématiques que ça peut engendrer. Voilà. Alors, l'impact du travail sur un poste informatique. Donc, attention à ne pas minimiser le risque lié au travail sur écran. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit, alors on travaille on travaille dans des entreprises, le travail est très administratif, très peu d'accidents, c'est vrai. Si on compare par exemple au milieu du BTP ou dans les EHPAD ou le milieu du travail à domicile ou autre, c'est sûr que l'accidentologie n'est pas la même. Mais il est important de prendre en considération les pathologies sur le long terme. Et aujourd'hui, avec le recul, on commence à s'apercevoir que le fait de travailler sur écran de manière prolongée, journalier, hebdomadaire, mensuel, il y a un impact au niveau physique et psychologique aussi. Il y a un impact au niveau cérébral. Donc l'impact lié au travail sur écran est d'ordre chronique et très rarement aigu. C'est ce que je viens de dire. On n'est pas dans l'accidentologie, l'accident soudain. On est plus sur la pathologie à long terme, hein, qui survient à long terme de par la posture qu'on va adopter, de par le matériel que l'on a à disposition, de par l'organisation de travail, bien évidemment. Et c'est là qu'on parle de risques liés au TMS, troubles musculo-squelettiques, hein, qui sont des troubles liés à des facteurs, à plusieurs facteurs. Hein, ce sont des troubles multifactoriels qui sont liés principalement aux conditions de travail. Alors aujourd'hui, on mesure par ces sources de l'INRS, toujours, hein, 3 à 4% des TMS sont quand même reconnus comme maladies professionnelles concernant le travail sur écran. Donc, sur l'ensemble des maladies professionnelles liées au travail sur l'ensemble des maladies professionnelles plutôt reconnues en tant que TMS, 3 à 4% sont liés au travail sur écran. Vous me direz, par rapport aux autres activités, c'est sûr que ça reste minime, mais c'est un chiffre qui est en constante progression. Comme je vous dis,
le résultat de 20 ans de travail sur écran ou de 30 ans de travail sur écran, on commence à s'en rendre compte aujourd'hui seulement. L'impact du travail sur le poste informatique, qu'est-ce que ça peut engendrer, par exemple, hein? Ça peut engendrer effectivement des cervicalgies, ça peut engendrer des lombalgies, ça peut engendrer le syndrome du canal carpien, notamment parce qu'on utilise principalement le même bras, hein, ce qu'on appelle le bras le plus fort. Donc forcément, la pression qu'on exerce, ne serait-ce qu'avec l'utilisation de la souris et la tension constante liée à la forme de la souris et à la position du bras, peut entraîner des syndromes du canal carpien à long terme. Troubles visuels en tout genre, fatigue visuelle, troubles, la cataracte à long terme, prise de poids bien sûr liée à la sédentarité de l'activité, et d'autres types de pathologies dont on parle lors de nos formations, justement PRAP, PRAP-IBC et travail sur écran ou test et posture. Quelques facteurs qui sont donc les facteurs de risque liés au travail sur écran. Alors, qu'est-ce qui peut aggraver, qu'est-ce qui peut augmenter les risques, et notamment physiques, liés aux troubles musculo-squelettiques? L'organisation de travail, par exemple, ça peut être les cadences, le temps qu'on passe sur l'écran, ça peut être la charge de travail, combien de dossiers à traiter, est-ce qu'on prend le temps de prendre des pauses entre deux dossiers, etc., etc. Les situations particulières, l'effectif pour pouvoir travailler. Donc, est-ce qu'on est suffisant? Est-ce que l'effectif est suffisant pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, par exemple? Ensuite, on peut avoir la qualité du matériel, bien sûr, qui va contribuer soit à la qualité de vie au travail, soit au contraire à aggraver la situation physique du collaborateur. C'est la qualité du matériel, des équipements de travail, ça va être la nature de l'écran, avec écran avec hauteur variable, par exemple, des sièges ergonomiques, un bureau adaptable, pareil, avec hauteur variable, avec la possibilité de se brancher directement au niveau du bureau. On évite les chutes de plein pied d'une pierre deux coups. La souris, ça peut être la souris ergonomique, par exemple. Donc, il y a une multitude d'équipements qui peuvent nous permettre d'améliorer la qualité de vie lors de l'utilisation d'un poste informatique. L'environnement de travail y contribue aussi. Bureau partagé ou open space, que ce soit bien réfléchi, qu'il y ait une réflexion en amont. Est-ce que l'open space a bien été mis en place selon les réels besoins de l'entreprise par rapport à l'interactivité des salariés, par exemple? La luminosité, l'espace de travail, les câbles électriques aussi, bien sûr, le rangement, est-ce que je peux ranger correctement mon matériel? Est-ce qu'on a pensé plutôt, excusez-moi, à utiliser l'espace pour le rangement des dossiers, hein, ou des archives, hein? On a souvent des problématiques avec l'archivage. Et puis les relations sociales, par exemple, effectivement, peuvent aggraver et augmenter les troubles musculo-squelettiques liés au travail sur écran. On peut très bien avoir des tensions musculaires et ces tensions n'ont pas du tout de lien avec le matériel à proprement dit, et c'est des fois en lien avec les conditions de travail ou l'organisation de travail tout simplement. Quelques rappels réglementaires, bien sûr. C'est juste un petit rappel, hein, l'obligation de l'employeur ou de l'autorité concernant la prévention des risques par le biais d'actions de prévention, hein, donc comme le stipule l'article L4121-1 du Code du travail, des actions de prévention des risques professionnels, par exemple, des actions d'information et de formation, donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que vous pouvez déployer vous aussi dans vos entreprises, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, bien sûr. On parle toujours de l'organisation. C'est vrai que souvent, on se centre, on focalise sur le matériel, sur les équipements de protection, mais des fois pas suffisamment sur l'organisation. Est-ce qu'on a bien vraiment réfléchi à tous les points, à tous les éléments qui font que notre organisation est optimale? Alors, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, que ce qui existe aujourd'hui et ce qui est sain, donc des conditions de travail saines, peuvent se dégrader à long terme. L'article R4542-16 du Code du travail donc, nous rappelle que les salariés doivent être formés et informés, donc notamment sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail.
dans lequel cet écran de visualisation est intégré, chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation. Donc, cette formation, elle peut avoir lieu peu de temps après la prise de poste. Ça peut aussi se mettre en place par la formation PRAP de certains de vos collaborateurs en entreprise, et eux, après, peuvent sensibiliser à chaque intégration les nouveaux collaborateurs sur justement comment se questionner, comment s'organiser, la réflexion qu'on peut avoir sur son poste de travail. Voilà, donc ça peut se mettre de plusieurs façons. Et Concept Sécurité Formation vous propose ce type de formation aussi. Plusieurs enjeux. Bien sûr que le fait de prévenir le risque, que ce soit l'accidentologie, que ce soit la maladie professionnelle à long terme, l'enjeu de la démarche de prévention, c'est justement ça. Donc, il y a 4 grands enjeux qu'on peut retenir. C'est l'enjeu humain en premier lieu, bien sûr. Donc, l'humain. Si l'humain se sent bien à son poste de travail, forcément, ça augmentera la productivité, ça augmentera l'efficience de l'entreprise. Donc, l'humain, c'est voilà, c'est la base du travail. La partie économique, c'est très en lien. Plus on a d'accidentologie, plus on a de maladies professionnelles, plus on a de personnes démotivées, et plus ça peut impacter l'image de l'entreprise, ça peut impacter le chiffre d'affaires de l'entreprise à moyen ou long terme. On a aussi donc l'enjeu social. Une personne qui se sent bien, forcément, elle va transpirer, elle va transmettre son bien-être donc aux autres. Forcément, ça jouera sur le climat, sur l'équipe, sur les équipes de vos entreprises. Et le quatrième grand enjeu, c'est l'enjeu juridique, bien sûr. Bon, le but, c'est qu'on n'en arrive pas à cette notion-là, mais effectivement, le fait de ne pas respecter certains articles du Code du travail peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales. Contravention, bon, après, je passe les détails. Mais il y a forcément aussi un enjeu juridique, une obligation de moyens renforcés pour l'employeur dans la prévention. Le télétravail. Alors, le télétravail aujourd'hui, que nous dit la réglementation? Alors, il y a deux choses. Que dit la réglementation aujourd'hui? Les propositions donc de loi de fin septembre 2020, là, donc c'est récent, et puis la situation actuelle qui nous oblige effectivement à instaurer le télétravail dans les entreprises quand les métiers, les postes sont éligibles. La définition très rapide du télétravail, c'est donc toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est le Code du travail. Alors que le Code du travail est c'est très léger concernant le télétravail, et ça risque de se développer, et dans le sens où aujourd'hui, je pense que ça va accélérer la mise en place des prochaines propositions de loi. Le télétravail donc, peut être envisagé lors de l'embauche ou en cours de contrat de travail, à la demande du salarié ou sur proposition de l'employeur. Ça peut venir des deux côtés. Le recours au télétravail donc, au sein d'une entreprise peut être régulier ou occasionnel. Alors ça doit être fixé, soit comme on va voir après par la suite. Et l'employeur peut proposer à l'ensemble de ses salariés d'en bénéficier ou seulement à une catégorie d'entre eux, toujours en fonction des possibilités organisationnelles, humaines et techniques. En 2017, un petit constat concernant le télétravail, seulement 3% des salariés télétravaillaient au moins une journée par semaine. Quand on sait que dans certains pays, scandinaves, en Suède ou au Danemark, par exemple, même au Canada, c'est mis en place depuis pas mal d'années, même en Allemagne. Pas besoin d'aller plus loin. Donc, c'est une façon de travailler qui existe depuis bien longtemps. Un tiers de la population active concernant en 2020. C'est-à-dire qu'on est passé de 3% à peu près en 2017 à une population donc, qui se retrouve en télétravail en 2020, donc quasiment 30%, 33%. Donc c'est énorme. On voit bien que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui en France à mettre en place cette organisation de travail. 2 tiers du télétravail qui n'est d'ailleurs pas contractualisé aujourd'hui. Donc c'est énorme, alors que ça nécessite une vraie réflexion, ça nécessite de le formaliser par écrit, ça nécessite vraiment d'avoir un plan d'action, un plan d'organisation de mise en place. Alors, avantages et inconvénients, je vous fais ça très rapide. Les avantages, l'amélioration de la qualité de vie.
des salariés, la gestion des enfants, le transport, les loisirs, les documents qu'on ne peut pas forcément gérer en semaine et les administrations ne sont pas forcément ouvertes le week-end. Augmentation de la productivité qui a été prouvée de 5 à 30%, quand c'est bien organisé, bien sûr. Des économies, il y a quand même certaines économies possibles. Alors ça, tout est relatif parce que ça peut évoluer dans le sens où il faudra peut-être que l'employeur mette à disposition du matériel. Alors après, ça peut être un doublon de matériel. Là, il faudra y réfléchir. La diminution de l'absentéisme, une meilleure gestion du temps de manière générale, puis de l'autonomie, bien sûr. On fait confiance à son collaborateur. Donc ça se mesure, on est tous d'accord pour dire que ça se mesure, mais on fait confiance. C'est un moyen de faire confiance à ses collaborateurs. Les inconvénients, l'encadrement démuni, l'encadrement intrusif, ça on a pu le connaître de par la situation exceptionnelle. Et c'est normal quand on n'a pas l'habitude de manager à distance, on peut justement tomber, enfin la limite elle est très resserrée. L'isolement de l'individu, du collègue, l'ergonomie des postes, qui n'est pas toujours, je pense que je vous apprends rien, le contrôle du temps de travail, qui n'est pas toujours évident à distance, la gestion de certains coûts, l'accidentologie, donc la gestion de l'accidentologie, justement, les propositions de loi veulent resserrer un peu plus la vis sur cette notion d'accidentologie quand on est en phase de télétravail, et puis la conformité des équipements de travail. Donc, tous ces inconvénients-là, il y a au moins 4 points qui ont été rediscutés dans la proposition de loi de septembre, notamment la conformité des équipements de travail, l'accidentologie, la gestion des coûts, le contrôle du temps de travail, qui est déjà prévu dans le Code du travail. Ça doit être l'encadrement. Là, oui, effectivement, il y aura peut-être un accompagnement à mettre en place pour les managers, les encadrants de proximité. Le télétravail donc, est une faculté, hein, et le Code du travail envisage 3 possibilités. Donc, ces 3 possibilités, je passe vite, je ne sais pas combien de temps depuis, je parle beaucoup, et je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que vous aurez peut-être des questions. Alors là, je passe. Alors, les 3 possibilités. Soit en présence de délégués syndicales, vous pouvez passer par un accord collectif. Guillaume, il te reste 10 minutes à peine. Ouais, donc un accord collectif, soit dans le cadre d'une charte élaborée après avis, donc par l'employeur bien sûr, après avis du comité social et économique. Voilà. Donc, soit accord collectif en présence de délégués syndicales, soit une charte d'entreprise élaborée par l'employeur. Le contenu de la charte, conditions de passage en télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié, bien sûr. Alors, il faut que ce soit vraiment formalisé. Les modalités de contrôle du temps de travail, on en a parlé dans les inconvénients. La détermination des horaires de travail, à quel moment le salarié peut être contacté. Et les modalités d'accès des travailleurs handicapés au télétravail, notamment, sont des salariés prioritaires. Pour aller plus loin, comme je vous ai dit, et ça, il va falloir vous y préparer, ça sera forcément voté, notamment de par la situation actuelle. Donc, il y aura l'obligation de formaliser la mise en place et les conditions générales du télétravail. Donc là, ce ne sera plus un choix ou une possibilité, ce sera donc ils obligeront de formaliser, et c'est normal, les conditions de mise en place du télétravail et le fonctionnement. La prise en compte des coûts des équipements du travail. Donc, il y a les frais qui sont liés au télétravail, on peut les retrouver sur le site de l'URSSAF notamment. L'accompagnement des salariés par la formation à l'utilisation des technologies d'information et de communication, donc les former au travail sur écran, les former à l'utilisation de Zoom, par exemple, de Teams, d'outils qui peuvent nous permettre de travailler à distance, et l'assurance d'un environnement de travail adapté par une attestation de conformité. Les salariés seraient censés transmettre à l'employeur. S'il n'y a pas de charte, c'est la 3e condition, le salarié peut très bien négocier directement avec l'employeur. Aujourd'hui, il n'y a pas de formalité obligatoire dans le sens où ce n'est pas obligatoirement écrit, mais ils peuvent, d'un commun accord, conclure les conditions de télétravail ensemble. Donc, c'est le salarié et l'employeur. Même s'il est fortement recommandé que l'accord soit formalisé par écrit. Un employeur ne peut pas obliger son salarié à accepter le télétravail en dehors des circonstances que nous connaissons aujourd'hui, et notamment appuyées par les protocoles sanitaires. Donc, si les postes de travail plutôt sont éligibles, techniquement, humainement et de manière organisationnelle, il
faut mettre en place le télétravail. C'est ce que dit le nouveau protocole sanitaire. Voilà, donc refuser le télétravail ne constitue pas une rupture de contrat de travail. En revanche, si le salarié, dans des conditions particulières, refuse le télétravail alors qu'il y a la possibilité et que l'employeur se doit de mettre en place le télétravail dans le risque dans lequel on est, le risque sanitaire lié au SRAS-CoV-2, là, effectivement, il peut y avoir des risques de… Le télétravail donc, a de nombreux avantages, largement démontrés dans de nombreux pays, comme la Suède, le Danemark, les États-Unis. Attention cependant, réfléchissez bien à la mise en place. Nous, on peut aider, Concept Sécurité Formation peut aider à la mise en place aussi, peut soutenir, apporter un soutien technique aux entreprises pour mettre en place le télétravail, mais ça se met aussi en place par le biais de la direction, avec les ressources humaines, avec les instances représentatives du personnel, consultants, experts en tout genre, bien réfléchir. Il y a vraiment une étude. Le télétravail nécessite une réelle étude en amont, collective et ou individuelle. Et cela donc permettra de proposer des conditions de télétravail sur mesure et adaptées à vos besoins et à vos entreprises, bien sûr, à votre activité. Voilà, j'espère que j'ai essayé de faire le plus concis possible. S'il y a des questions, je suis tout oui. Oui, donc il nous reste 5 minutes avant la fin de la réunion. S'il y en a qui sont intéressés pour qu'on continue un petit peu la discussion après, n'hésitez pas à me le marquer. Comme ça, je vous enverrai une nouvelle invitation. Vous aurez peut-être plus le temps de poser vos questions. Là, il reste 5 minutes pour ceux qui seraient intéressés. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Donc, je vois que c'était clair, effectivement. Alors, Guillaume, je ne sais pas si tu vois les questions. D'accord, ouais, je vois, je Ouais. vois. Ok, donc c'était très clair pour moi aussi. Bon, c'est super. Au-dessus, tu as, est-ce que à l'heure actuelle, le travail est-il obligatoire pour les postes pouvant en bénéficier? Alors, répète-moi la question, Jonathan, je ne l'ai pas la À question. l'heure actuelle, le travail est-il obligatoire pour les postes pouvant en bénéficier? Oui, oui, selon le protocole sanitaire, il précise bien que si toutes les conditions sont réunies, le temps de travail en télétravail aujourd'hui doit être à 100%. Il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies. On est d'accord, que techniquement, le salarié puisse faire le même travail, le même rendement, le même rendu de chez lui. Voilà. Et Oui, effectivement. on est bien d'accord sur le fait que c'est pas au salarié de choisir s'il peut faire du télétravail ou pas. Si toutes les Non, c'est conditions pas, sont non. réunies, il doit être en télétravail. Tout à fait, tout à fait. On est dans le cas des circonstances exceptionnelles. Alors là, ce qui est bon, il l'avait déjà prévu, c'était déjà dans le code du travail. Et donc là, on n'a même pas besoin du protocole sanitaire pour. Voilà, à partir du moment où on est en situation exceptionnelle, et nous le sommes, si effectivement le télétravail peut se mettre en place et qu'il n'y a pas de problème lié aux données confidentielles, à la gestion de données, au matériel, etc., il se doit, l'employeur, le salarié ne peut pas refuser le D'accord. télétravail. Alors là, j'ai une deuxième question. Si l'on n'est pas en mesure de fournir le matériel à tous nos collaborateurs, qu'en est-il? Alors, qu'en est-il justement, alors le protocole sanitaire précise qu'il faut déjà en discuter, donc il faut s'assurer que effectivement les conditions sont réunies, donc le matériel est bien à dispo. Si il n'y a pas de possibilité, là, ce qui se passe, c'est que le protocole sanitaire n'interdit pas le fait de pouvoir travailler en présentiel, enfin en présentiel, directement en entreprise. Sauf D'accord. que l'employeur va devoir s'assurer de lisser les horaires. Il va falloir qu'il fasse en sorte qu'il y ait le moins de personnes qui se croisent. Voilà. Donc, D'accord. effectivement, voilà. Mais il y a la possibilité, on n'interdit pas, le protocole n'interdit pas aujourd'hui de travailler de travailler en entreprise, mais à part si toutes les conditions sont réunies. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, on peut continuer à travailler en entreprise, mais il faut lisser les horaires. D'accord. Le salarié doit-il motiver son refus s'il ne souhaite pas passer en télétravail et que toutes les conditions sont réunies a priori? Le salarié, non, il n'y a rien qui précise que non.
Non, rien n'est précisé à ce niveau-là. Le code du travail est très clair et le protocole sanitaire l'est aussi. Le protocole sanitaire donc, ne parle pas de refus, hein, bien évidemment. Ils disent ils nous préconisent ce que l'on doit mettre. Alors, c'est même plus de la préconisation, là, c'est l'obligation que les conditions sont réunies. Par contre, le salarié n'a pas à motiver son refus, il doit accepter. D'accord. Le salarié doit accepter. On est en situation exceptionnelle, il doit accepter. C'est très clair. Ok. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Il nous reste une petite minute. Bon, apparemment, ça a été clair. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils pour la mise en place du télétravail ou alors d'adapter les postes de travail par rapport au travail sur écran. Voilà, on a une équipe et des formateurs, notamment Guillaume, qui est d'ailleurs le plus spécialisé dans ce domaine-là et qui pourrait donc vous faire les expertises nécessaires. Guillaume, Je, je- Oui. ouais, je voulais juste rajouter il va falloir avoir en tout cas des groupes de travail en amont